Je sais pas si on entend, je pense que on doit entendre un peu sur le stream au micro. J'ai du coup pris le clavier de Cyril MP4 Ah, parce qu'il est sans fil, donc comme clavier secondaire, mais le souci c'est qu'il a tendance à faire un petit peu de bruit, le copain. Donc je sais pas si on entend au micro. oui, oui, ça va. Le ESLK, il n'est pas sur la CM. Il n'y a pas beaucoup de CM qu'il propose et c'est des CM vers 400 euros qu'il propose, entre 350 et 400. T'as tout ce qui est B650E Master chez Aorus. Puis après, les versions X670E, évidemment. Chez ASRock, c'est à partir de la Teishi Lite, si je me trompe pas, qu'il propose. Oui, c'est à partir de la Teishi Lite. Teishi normal, en B650 ou en X670. Voilà, il y a pas beaucoup de CM, quoi. Et chez Non. Asus, il faut aller sur la gamme Strix pour l'avoir. Et encore, je suis pas certain que toutes les cartes mères Strix les. Oh, une B650E, il y a peut-être moyen. Je vais vérifier. Il faudra que je regarde parce B650E. que j'ai du coup encore un PC à terminer là, dont je parlais avec les ventilos Corsair. C'est une B650E F, donc de chez Asus. Ouais, c'est la même que la EE, mais je crois qu'elle a Il y a deux trois options 12 en de moins. VRAM. Oui, Disable J'étais à 12 iGPU phases. peut aider un peu Two Things. Donc, mais en général, l'IGPU va pas tellement jouer sur la stabilité. Ça peut jouer un peu sur la quantité de VSOC que tu dois mettre. Ça va surtout jouer en général sur ta fréquence max. Donc moi ici, vu qu'on est sur un profil utilisable pour tous les jours, j'ai eu envie de le laisser activer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, imaginons que la carte graphique rend l'âme sans prévenir, et que t'as pas envie de recommencer tout ton OCRAM, bah, tu peux quand même brancher ton écran sur ta carte mère, puisqu'il faut savoir que la carte mère a deux sorties, je pense, vidéo. Et tu peux quand même garder ton OC si jamais tu veux utiliser ton PC ainsi entre temps, quoi. Mais pour répondre bêtement à la question, oui, ça aide. Ça aide pas autant que sur un monolithique comme on a pu le voir avec les 5000G où là le désactiver faisait gagner quand même, pas mal, pas mal, pas mal. Ici du coup, pour les tensions, histoire d'expliquer en vitesse, le VDDIO, donc là tu pourras peut-être me reprendre Baron si jamais je me trompe. On est première tension CPU. Ça c'est Mhm. une tension de mémoire qui n'était pas dispo sur M4. Je crois bien, je crois que c'est spécifique à la DDR5. Donc tension CPU très importante à régler. Ça, en général, les cartes mères le gèrent pas du tout en auto. Et ça peut, enfin, ou alors mal. Donc ça peut vous faire croire que vous n'allez pas monter grand-chose, alors qu'au final, en le réglant un peu, ça va très bien se passer. Ici, on a 1.35. On va voir après si on sait descendre un peu, mais c'est pas une tension trop haute. On s'est monté à 1,4, 1,45 en bench. Je pense qu'au-delà, ça va commencer à être un peu limite. Ouais, ouais, Ici, c'est très limite. T'es vers un 43 en bench hard, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, un 43, un 44. Oui, Two Things, tu peux plug un écran secondaire sur ton iGPU, a priori, même avec une CG activée. Mais à ce moment-là, il faudra aller dans ton BIOS et voir que ta carte mère ne désactive pas automatiquement l'IGP quand tu as une carte graphique. Parce qu'il faut savoir que certaines cartes mères te laissent le truc activé, mais d'autres, à partir du moment où elles détectent une carte graphique, vont d'office désactiver ton IGP. Donc ça, c'est spécifique à ta carte mère et ça se règle dans le BIOS. Donc ici, comme le nom l'indique, hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, le réglage des RAM. Donc ça, j'ai gardé 1.4 pour coller au profil expo. Accessoirement, avec les tests que j'ai pu déjà faire, c'est un peu la limite qu'on va savoir atteindre avant de monter à des températures qui seront trop hautes. Sachant que la température, tant que c'est stable, c'est pas tellement un problème, mais j'aime bien quand même de garder une température relativement contenue, pas trop monter. Le VPP, on n'y touche pas. Ouais, y a pas besoin. Le SOC, très important aussi. C'est ce qui va gérer en partie avec le VDIO côté CPU la fréquence max qu'on va pouvoir atteindre.
Et alors, il faut savoir, c'est que ça réagit pas forcément pareil que sur M4 non plus. Donc ça, il va pas falloir vouloir comparer à de la DDR4. C'est-à-dire que en DDR4, c'était relativement simple. Si on voulait monter en fréquence, on allait monter le VSOC. Ici, on peut monter en fréquence sans devoir forcément adapter son VSOC vers le bas, vers le haut, pardon. Et il faut même parfois le régler vers le bas. Donc on est plus proche d'une expérience chez Intel où il faut trouver le bon point, le sweet spot qu'on appelle ça, que d'avoir vraiment une tension linéaire qui monte. Je sais pas si j'ai été très clair, j'essaye. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident de mettre des mots souples, mais pour moi, c'est compréhensible. Donc, Bah, on le devra le souci faire. c'est surtout que nous on se comprend, mais quelqu'un qui connaît moins tout ça. Bon, du coup ici j'ai skip ces trois voltages là parce qu'ils sont moins importants. Et alors on arrive du coup au VDDP qui lui est important. Lui il va jouer sur la stabilité générale. 1 volt, c'est suffisant normalement pour un profil daily. En bench, on peut monter à 1,1, 1,15. Ça va dépendre de ce qu'on vise. Après, le VDDP, tu peux même le mettre un petit peu en dessous de 1. 0,950, ça passe. Ça devrait passer, ouais. Pour l'instant, voilà, c'est la stabilisation ainsi. Niveau des timings, bon, ça c'est assez classique. On a du coup expliqué la règle TRP plus terrasse qui donne ton TRC. Moi, je suis pas spécialement convaincu. Bon, pour le principe, on va laisser ainsi. Ça, j'ai expliqué aussi les TRD, le TIFO. Et le reste, je l'avais réglé exactement. On va valider ça et puis après on va jouer un peu avec le FCLK avant de réactiver le PBO. Oui, Dargrégor, avec un poids de 4 volts, on devrait pouvoir faire du C34. Le souci, c'est que AMD demande un petit peu plus de tension sur la RAM que Intel. Mais on va tester après, c'était prévu, t'inquiète pas. Généralement, moi, des tests que j'ai fait, je dois mettre un petit peu plus de 1,40. On est sur un 43, si tu te souviens, un 40, bah, c'est même toi qui. Un 43, un 44, on est dans ces eaux-là. J'étais descendu à 1,43 moi. Ouais, c'est Ouais, juste. Dargrégor vient de tester sur la gêne et le 7900X. Mais c'était prévu en test après de toute façon. Maintenant ça va dépendre aussi forcément du kit. C'est pas toi que je vais devoir expliquer ça. Là on va bien voir. Sur mon Corsair j'étais descendu à 1,43. J'ai pas cherché à descendre plus. On va voir avec celui-ci si ça se met c'est faisable. Si c'est faisable on va le faire bien entendu, hein. 8000, c'est le 38. Ouais. Ouais, 8000 C38 ça, c'est. Bah, après le C38 c'est quand même très très large quoi. Moi sur mon profil sur la gêne avec mon 7800X3D à moi. J'étais à 1,55 je crois pour du 8000 C34. Ah ok, 8000 C38 c'est le kit qu'il utilise. My bad. Ok. Bon après ça, une fois que c'est des puces à die, je pense quand même que le PCB joue pas énormément. C'est un peu qui tout double. On a vu des très très bons kits avec des XMP assez bas, hein. Ouais, tu dis ça, mais mon kit Corsair à l'époque, en 6000 CL30, j'étais quand même poussé à 8000 CL32 facile. Hein. Ah bah c'est ça ce que je dis. On a vu des bons kits Pour sans forcément avoir pour le ça. XMP. Après, Dark arrête pas si je me trompe, mais l'XMP ou l'XPO, c'est plus un surcoût pour des fois. C'est juste un surcoût pour les gens qui veulent pas s'embêter à faire des profils manuels, quoi. Tu peux totalement avoir le même kit avec juste deux XMP différents. D'ailleurs, tu as certains kits qui ont plusieurs XMP. Ah oui, Donc c'est-à-dire que quand c'est tu vrai que ouvres j'ai vu. le profil XMP dans le BIOS, tu vois 8000C38, 7600C34, enfin j'invente mais par contre, ce qu'on disait en tout cas au début des gros kits comme ça, c'est que les PCB sur les kits haute fréquence étaient adaptés et du coup que c'était plus facile avec ce genre de kit d'aller chercher, d'aller valider des grosses fréquences. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer notre profil qui est de toute façon pratique. Euh,
pardon, pratiquement fini. Il nous manquera juste de régler le FCLK. Et on va faire plaisir à Dagregor. On va essayer de boot un C34. Hop. Et Ouais, c'est un petit bin, du coup, d'Argregor. Au final, juste un. Ouais, ouais. Euh, 36. Et du coup, pas oublier d'adapter les autres timings. Fibre métal, le désactiver les GPU, tu gagnes pas en chauffe ou en consommation. Ça change Non. rien en fait. Le... La seule chose que tu peux gagner, c'est un petit peu de capacité en overclocking RAM, pardon. Niveau du reste, non, tu vas strictement rien gagner, puisque de toute façon, si ta partie graphique n'est pas utilisée, il n'y a pas de raison qu'elle chauffe et il n'y a pas de raison qu'elle consomme. D'ailleurs, il faut savoir que le X3D, enfin les X3D, mais surtout le 7800 X3D, consomme absolument rien du tout, hein. En jeu, avec les tests qu'on a pu faire, on est autour des 50 watts, hein. Ce qui est d'ailleurs un peu insolent. Quand on sait qu'un CPU Intel, on va minimum aller chercher 100-120 watts. Ne lis pas trop d'informations sur les articles. Non, mais bon. Mais effectivement, après, bon, ça c'est. Bon, Ça, je c'est pense pas sur que ça soit là. vraiment un leak, c'est quelque chose qui est Ouais, bien sûr. connu et reconnu que. C'est vrai que c'est assez incroyable quand même la consommation. Moi j'étais plutôt surpris quand même. Ouais. Bon, par Même contre, quand là, j'ai pas tu. envie de casser le moral à Dark Gregor, mais je pense pas que le kit va être très content de ce que je lui demande. Après, c'est vrai que McGregor, il a raison. Avec mon kit G-Skill là en 7800 L36, j'ai des meilleurs perfs que mon. Ah, j'ai pu aller plus loin que mon kit Corsair en 6000 L30. Même si en fréquence RAM, c'était plus facilement stable sur mon kit G-Skill. En applicatif Dark Gregor, c'est plutôt un souci, parce que je pense que là, tu parles pour les Ryzen 9, pas le Ryzen 7. Et effectivement, les Ryzen 9, les X3D consomment plus que ceux sans Ah ouais? 3D quand c'est en applicatif. Mais ça, c'est à cause de la gestion des CCD par Windows. Ça, je sais pas, c'est bon, ça va. Parce que l'architecture des Ryzen 9 X3D est pas pareille et elle est mal gérée par Windows. Et du coup, ça fait des problèmes de performance dans certains cas. Et ça fait aussi des problèmes de consommation du coup. Et Dark, non, le C34, ça va pas. Là, avec le vaisseau quel VDDP que j'ai, on sait monter en C34, enfin descendre plus logiquement en C34, c'est pas le souci, c'est plutôt question de tension RAM là. Mais ça, de toute façon, c'est comme on le disait au début du stream, que ce soit C34 ou C36, les performances sont quand même vraiment très similaires. Surtout ici sur des profils qui vont être utilisés en finalité pour du jeu, bonne chance pour voir une différence de performance. C'est vrai qu'il y aura pas beaucoup de différence. Bah, je suis d'accord, de deux, les X3D, c'est logique avec le cache, mais si tu regardes le 7800 X3D en jeu, il consomme moins qu'un 7700 du coup. Parce que du coup, oui, le cache consomme, mais il amène tellement de performance que le CPU en lui-même est assez calme, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En jeu, bah, c'est même pas forcément la fréquence, mais enfin, en jeu, le CPU, il est tranquille, quoi. Bon, je pense qu'on va rester sur l'idée du C36. Ouais, c'est ça, tu vois, en jeu, je regardais un 7700X, ça consomme 90 watts, 100 watts, quoi. Ouais. Et le 7800 X3D, tu vas être, en fonction du scénario, entre 40 et 70 watts en général. De ce que Ouais, c'est moi ça. j'ai pu voir. Tu montes vraiment. Et les 70, tu les frôles et tu les dépasses quasiment pas, hein. Apparemment, Two Things est pas trop content avec Star Citizen, mais
De mémoire, Star Citizen, c'était pas un jeu très mal optimisé par pur hasard, hein. Ne lui fait pas mal à son cœur. Il a quand même des petits problèmes de RAM, ce jeu-là. Faudra quand même m'expliquer à l'occasion. Bah, c'est le genre de jeu un peu comme Minecraft que si tu lui donnes 50 Tera de RAM, il va te les bouffer. Euh, voilà, avec mon kit de 48, je testerai. Il faudra que tu me repasses. Il faudra que je reteste aussi Star Citizen avec le kit de 48 pour voir si ça consomme toute ta RAM ou pas. Il faudra qu'on voit ensemble. Two Things. Ce serait quand même très drôle, hein. Si ça mange toute ta RAM, je rigole. Le jeu qui m'a mangé le plus de RAM pour l'instant, je pense que c'est Resident Evil, c'était le 2, je crois. J'étais à une histoire comme 28 gigas sur 32 d'utiliser. Avec 3 fois rien d'ouvert à côté, c'était assez drôle. Tu m'étonnes. Bon, du coup, là, on est repassé sur le profil de tout à l'heure. En C36, on va essayer de monter un peu le FCLK. Je le reçois dans la semaine, Two Things. Je te dirai quand je le reçois pour qu'on teste. Je devrais le recevoir mercredi ou jeudi, je pense. Bah, je suis curieux de voir ce que tu vas faire avec le kit 2x24 du coup. C'est du single rank, donc normalement, ça devrait bien marcher. En Ça devrait bien bench, marcher. ça... les timings descendent pas aussi bien que du Hadai, du coup, ça performe un petit peu moins. Moi, j'ai vu qu'a priori, en fréquence, du coup, tu montais plus haut parce que c'était du MDI. Et en fait, c'était plus simple à monter pour l'IMC. Ouais, Ah, en 2x24, ça a tendance à être plus simple et même monter plus que la Hadai 2x16. Et surtout, c'est plus facile à stabiliser en daily de ce que j'ai vu. Mais par contre, il y a quand même une petite liste de timing qui descendent pas aussi bien. d'accord. Attends. On peut s'amuser à tout réapprendre. Bon, en vrai, c'est surtout pour un usage daily. Mon kit de 32, là, Bah, pour je le cet garde pour bench usage-là, de côté. ouais. Salut Titan. Salut. C'est bien, on a du beau monde, c'est cool. Ça fait plaisir. Un stream de qualité et qui marche. Ça, c'est Exactement. cool. Bah, écoute, vu que j'ai payé la carte de capture 300 balles de base, qui était aussi pour ma PS5, pas pour Il faut le rentabiliser. PC, je suis quand même content qu'elle fonctionne plutôt bien, quoi. Ah, tu vois, moi, j'ai acheté la mienne, je suis embêté. Je prends comment mes photos dans le BIOS? Je ne sais pas. Ah ouais, parce que Ah, toi, mais elle prend pas le... non, bah, c'est qu'elle est arrivée cassée. Je t'avais montré, Ah il y a ouais, un les petit pins souci que quand tu branches déconnectés à l'HDMI, l'intérieur. coupé. Ouais, je vais repasser une commande. Ça va être embêtant. Bon, je suis curieux de voir, on va mettre le PBO pour voir si on redescend, normalement oui. Après, Jap 300, c'est du pass-through 4K 144, donc c'est-à-dire que je peux afficher mon écran en 4K 144 et elle record en 4K 60. Donc c'est... Je vais pas dire que c'est la Rolls parce qu'il y a toujours mieux, mais c'est une très bonne carte de capture quoi. J'avais aussi une carte de capture USB machin là, mais ça fonctionne à moitié et au final ça m'a énervé. J'ai totalement craqué le budget. Voilà, je le reconnais. On me Bah, fibre propose de faire un. métal. Ouais, t'as vu aussi le message, je suppose. En fait, le souci pour l'overclocking de la 4060, bon, déjà, moi, la partie overclocking basique est déjà tournée. Ça, ce sera en vidéo sur ma chaîne YouTube. Dispo d'ici la semaine prochaine, je pense. On pourrait faire un live pour l'overclocking poussé. Le souci, c'est que c'est une carte graphique qui est très limitée. Dans le sens qu'on ne peut pas toucher à la tension, on ne peut pas toucher au wattage, puisqu'on est sur un power limit d'origine qu'on ne s'est pas débloqué. Donc c'est pas très intéressant, quoi. Je pense que l'overclocking il va prendre 10 minutes et on sera arrivé à la limite. Après, ouais, c'est vrai que
pour d'avancer, elle est assez limitée. Par contre, pour un usage daily, moi, j'étais plutôt impressionné. Petit format, alors effectivement, c'est une 4060. Deux ventilateurs, mais alors refroidi plutôt bien. Après, Ouais, effectivement, son TDP est limité. Mais franchement, elle marche bien. Pas ouais, beaucoup de bruit non plus, plutôt silencieuse. pour la taille, ouais, j'étais étonné aussi. En fait, j'avais même peur, entre guillemets, que ça surchauffe et que ça soit du coup bruyant. Mais elle chauffe pas plus qu'une carafe classique et elle fait pas de bruit. Donc, non. Et j'étais surtout étonné, ça sera disponible dans l'article en fin juin. J'étais étonné des performances de la 4060, honnêtement. Ça, ça se flash, ouais, 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 tu peux la flasher. Euh, Normalement, je- ouais. Après, nous, forcément, on va pas le faire vu que c'est dans le cadre de la Tweak League. On doit tout garder. Après, on aurait pu techniquement le faire, mais c'est un petit peu trop avancé. On peut toujours rattraper un flash qui s'est mal passé, ça si on le voit dans le pire des cas. Mais pour moi, on avait parlé un petit peu. Pour moi, il faut être avancé pour le faire et il faut avoir aussi Ouais. conscience des risques et c'est pas foncièrement donné à tout le monde. Moi, je pense que c'est un Je, petit peu trop poussé que je, pour faire je partie pense qu'il faut éviter. de la Tweak League. Et Profile Inspector, honnêtement, pour du jeu, je, je pense pas que ça soit vraiment valable, hein. Ça vaut pas la peine, surtout, hein. Et voilà. Hop. Objectif atteint. Voilà. 21,7. T'avais pas visé loin avec tes 21,8. Si, 21,8, après, c'est pas mal, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, mais on parle de quoi? De 0,2 FPS sur l'average, même pas. Hmm. Je dis pas que ça sert à rien, mais de nouveau, en plus, Profil Inspector, c'est pas spécialement facile non plus, hein. Parce que autant faire une courbe sur Afterburner, quand c'est bien expliqué, c'est à peu près accessible à tout le monde. Autant aller régler des LOD ou ce genre de choses, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Ah, bon, du coup, on est à 21 716. On a un profil 7600 C36. Je regarde en vitesse. Bon, j'avoue que je reste pas convaincu par le TRC. Moi, j'aurais eu tendance à le baisser comme un schlag. Du reste, c'est travailler. Ce que je peux faire, tant qu'on est là, c'est hop, démarrer au CCT, le meilleur software gratuit pour tester vos composants. Je dis pas ça du tout parce que euh, le gérant d'OCCT est sur le Discord de overclocking.com. Du coup, moi, ce que j'ai utilisé pour mon premier test, c'est ça, parce que c'est nouveau, donc je suis normalement sur une des dernières versions, et ça teste le CPU et la RAM en même temps. Donc c'est très intéressant par rapport aux versions précédentes qui proposaient soit le CPU, soit la RAM. Il n'y a plus le lifetime, je suis pas content. Bah, sois pas content. Moi, je suis content, ils ont changé, les gars. C'est joli en plus, avec les infos en haut et tout. Et du coup, on a ici un test qui se teste en même temps le CPU et la RAM. Donc on va se mettre en réglage large, extrême, instruction 7, on va laisser en auto, comme ça il fait son truc. Donc ce qui est cool, c'est que ça va un peu représenter un mini Karoo. Parce qu'il faut savoir que Karoo ça teste la RAM, mais ça fait quand même pas mal fonctionner le CPU aussi. Ouais, quand tu fais tourner sur le cache et tout, ouais, ça marche pas trop mal. Donc là je vais lancer. Donc dans les règles de la Tweak League, c'est précisé, on doit faire 15 minutes pour démontrer la stabilité. On va le faire tout de suite en live ensemble. Ouais, Two Things en général, ça sélectionne sur la VX, effectivement. Ouais, effectivement, Ouais, le TWR, on il peut peut le mettre, descendre. hein. Mais après qu'ils descendent de 12 à 1, ils sont pas utilisés en fait ces timings-là. Donc les
tous les timings qu'on voit à 1, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y en a peut-être certains que non, c'est comme en DDR4, ça va être des timings qui sont pas utilisés en single rank et qui sont disponibles que en dual rank. Donc les mettre à 1, en gros, ça permet de dégrossir le profil, dans le sens où c'est plus joli à regarder, mais niveau performance, ça amène rien. D'ailleurs, on l'a bien vu plus tôt, quand j'ai changé tous les tertiaires, qui étaient réglés certains à 32, qu'on les a descendus à 1, ça change rien. Bah, non, tu peux baisser, c'est pas obligé de les laisser en auto, parce que, voilà, si tu veux un beau profil, entre guillemets, c'est mieux ainsi, mais que tu les mettes à 1 ou qu'il soit à 80, s'il n'est pas utilisé, la performance, elle sera la même. Ouais, bah c'est ça, si tu mets à 1, c'est psychologique, c'est pour que le profil soit sympa. Mais du coup, ouais, qu'il soit à 12, qu'il soit à 1 ou qu'il soit à 50. Et on l'a vu plus tôt, je les ai tous modifiés et on n'a gagné aucune performance là-dessus. Et c'est normal, puisque comme ils sont pas utilisés, on va pas avoir de différence. Bon, alors ça, plutôt étonné aussi, c'est le refroidissement. L'IO Deep Cool, il est vraiment pas mal du tout, hein. Il fait un très très bon boulot, le copain. Parce que moi, dans mon PC perso, bon après j'ai moins d'airflow parce que c'est un plus petit boîtier. Mais il faut savoir que j'ai un Liquid Freezer 3 qui est considéré comme un des meilleurs IO sur le marché. Ça refroidit moins bien que ça, hein. Bah, Deepcool sur AMD, alors sur Intel, ça marche un petit peu moins bien. Je pense que dans la conception de Deepcool a tout misé sur AMD et les, les water cooling Deepcool sont les meilleurs pour refroidir du AMD. Et Ouais. après, vous pouvez regarder pas mal de reviews, pas mal de tests. Vous verrez, il est quasiment toujours devant. Et là, ils ont le nouveau de chez Deepcool, le Mystic, donc qui est le LT720, un tout petit peu amélioré, avec un écran en plus. Donc effectivement, il y a un surcoût. Et lui est, je crois, sur le trône, sur AMD. Ouais, Donc, de mémoire, ouais. ouais, mais le LT720, il y a très peu de différence entre le LT720 et celui-là. Et le LT720, ouais, c'est assez colossal, la dissipation. Ouais, 280, ça suffit Et oui, pour un effectivement, extruder. même un 240, hein, ça fonctionne. Un 360, euh, c'est overkill sur beaucoup de processeurs en fait. Les seuls processeurs sur lesquels ça commence à être utile, c'est les gros processeurs, genre i7, i9, etc., qui eux consomment pas mal. Ici, oui, un 240 ferait largement le boulot, même pour du test comme on le fait là, parce que là, on est à 54 degrés sur le processeur, donc avec un 240, on serait peut-être à. Même si on était à 60, ça reste très bien comme température, hein. Là, je regardais le petit frère du LT720, donc le LT520 en 240. Ah, franchement, ouais, c'est pas mal, hein. Ah bah ça va 80 euros. pas être C'est un compliqué truc pas d'être mal, hein. meilleur que celui d'Asus Ouais, Fibrometal, parce que Asus, ils ont très peu d'IO qui performent bien, et les seuls IO qui sont performants, ils sont à 400 euros. Et 400 euros, c'est le prix d'un water cooling custom. Donc voilà, pour le coup, j'aime beaucoup Asus, mais niveau IO, je suis pas prêt de les recommander, quoi. Tout comme ouais, MSI ou ce genre de choses. MSI, j'aime beaucoup aussi pour notamment les cartes mères ou les cartes graphiques, mais c'est pas de mal la veille que je vais dire d'aller prendre un IO MSI, hein, avec tous les problèmes qu'ils ont eu et les prix auxquels ils sont. avec les problèmes de pompe qui tombaient en panne au bout de quelques mois. Le fibre métal, ouais, le Riourne, ouais, si je le prononce bien, enfin bref, on s'est compris. Il marche mieux normalement sur Intel, mais sur AMD, en tout cas, tu n'auras aucun équivalent au Mystique. Normalement, tu n'as aucun équivalent actuellement sur le marché. Et Deep Cool, ce qui est très cool, hein, petit J'ai quelque jeu chose. de mots nul, accessoirement, c'est la qualité des produits, hein. Parce que moi, j'étais déjà convaincu par Deep Cool, c'est sur les Ventirad, AK400, AK620, etc., que j'ai pu avoir dans les mains. L'IO, je n'avais pas encore testé. Franchement, j'étais positivement étonné quand je l'ai reçu parce que c'est très qualitatif, quoi.
Et en dehors de ça, c'est performant. Parce que là, du coup, comme je le disais, mon article Liquid Freezer 3, j'ai pas du tout les mêmes températures sur OCCT, hein. Mais bon, moi, je suis dans un boîtier micro ATX, donc ça joue un peu. Ouais, c'est ça, le AK620, il est vraiment, vraiment bien. J'ai juste eu un souci, moi, c'est que quand je l'ai monté dans le PC dans lequel je l'ai utilisé, ça touchait les VRM de la carte mère, parce que c'était une carte mère Asus avec des VRM encore, enfin, un radiateur VRM encore beaucoup trop grand. Mais sinon, ouais, il est vraiment, vraiment bien, hein. Et ce que j'ai bien aimé, surtout par rapport à d'autres équivalents chez d'autres marques, notamment le Peerless Assassin, c'est qu'il laisse pas mal de place pour la RAM. Donc même de la RAM avec des heatsink RGB, genre G-Skill ou n'importe quoi, ça passe en dessous. Excusez-moi, j'ai eu un appel du travail. Tranquille. Donc, il n'y a pas dur pour travailler. Euh, Malheureusement, non. Moi, je trouve pas que les alors, ventilos sont bruyants, Jop. voyons. Après, ça dépend toujours des scénarios et... Ouais, Fibre Métal, le boîtier Deepcool qu'on a ici pour la Twig League, il est très très chouette aussi niveau qualité de construction. Moi, j'ai été. Ouais, franchement. Alors, moi, je l'ai déjà en version noire dans mon daily perso, donc j'ai eu la version blanche. Évidemment, je connaissais, on va dire, les performances. Par contre, en blanc, j'ai été surpris, j'avais jamais eu de produit blanc et je trouve que franchement, c'est nickel, hein. Bah, c'est pas mon premier PC blanc, mais c'est mon premier PC full blanc, parce qu'en dehors de la carte graphique, on est sur une config full blanche. De base, moi je suis full noir, sans RGB, tout ça. Mais là, je dois dire que... Allez, full blanc, un peu de RGB. Mais le RGB, il est propre. Ça fait pas vraiment sens de dire ça, mais c'est un RGB qui est lisse, qui est bien contrôlé. C'est pas du RGB dégueulasse comme on peut le voir dans certaines configurations, hein. Je suis désolé s'il y en a qui aiment ça sur le stream. Mais non, franchement, je suis très très convaincu des produits Deepcool qu'on a eu ici à la Twig League. Et je suis très content qu'ils soient sponsors. Bah, 60 degrés d'arc, c'est pas du tout alarmant, non. C'est des températures tout à fait classiques et normales, hein. Surtout sur les AMD série 7000, ils ont tendance à pas mal chauffer. Faut pas vouloir comparer ça à des températures Intel pour un wattage équivalent ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment pas s'inquiéter si ça monte à 70-75 degrés, c'est normal. Hmm. Ouais, alors après, sur le PC d'Atwiclick, c'est normal, mais dans mon daily perso, en DDR5, je monte vers. Moi, généralement, je suis entre 48 et 50, avec un 43 de tension. Après, j'ai un PC qui est très très bien ventilé et qui a tendance à faire un petit peu de bruit, qui me dérange pas, mais qui n'irait pas à tout le monde. Donc, effectivement, il y aura une différence de température. Ah ouais, il parlait de la RAM, ok. Ouais, bah, la RAM, c'est ce que je disais tantôt. Tant que ça ne cause pas des erreurs de... comment? Des erreurs, ça empêche pas d'être stable, c'est pas un souci, hein. Ah, c'était Black Dog qui disait ça, que tu pouvais avoir un profil stable à 90 degrés, hein. Bah oui, sur base de ce que Bitzoïd avait sorti, c'est ce que j'en parlais au début du stream. Euh, Ici, en plus, sur AMD, comme le TRFI monte pas très haut, je pense honnêtement que des soucis liés à la température, il n'y en aura pas. Donc, et au pire des cas, il faut redescendre le TRFI, peut-être adapter deux trois timings, mais là, 63 degrés, c'est rien d'inquiétant, hein. La DDR5, il n'y a aucun souci à monter un peu en température. Alors que la DDR4 enfin, surtout sur la bédaille, en fonction du kit, on peut avoir des erreurs très très tôt avec la température.
Donc c'est-à-dire qu'à partir de, je vais pas dire 45, mais 50 degrés, on peut avoir des erreurs qui sont pas liées à une instabilité vraiment des timings, mais juste liées à la température. Mhm. Donc oui, effectivement, mettre un ventilo sur la RAM comme Dark, c'est le mieux. Mhm. Alors le CPU, il est pas full stock, on utilise le preset ASRock. Donc ça fonctionne avec le PBO. C'est une curve à -20, simplement. Il n'y a aucun autre réglage. On n'a pas réglé le PPT, le DC, n'importe quoi. Donc il est pratiquement d'origine. On a une toute petite optimisation dessus. Et du reste, oui, c'est que la RAM. Et Ok. effectivement, le CPU qui dépasse pas les 60, c'est pas mal. Mais là, c'est pas tellement le X3D, c'est surtout le refroidissement qu'il faut féliciter. Mhm. Mais du coup, Bah, pour reprendre je... ce que je disais, nous, on n'a pas de ventilo sur la RAM parce que le PC de la Tweak League n'est pas fourni avec un ventilo sur la RAM de manière logique. Et on n'est pas autorisé à ajouter du matériel ou à modifier la configuration. Donc on va pas rajouter un ventilo sur la RAM. Après... Et Two Things qui demande un test pour le CPU après. On est Ah déjà en ouais. AVX2 hein, là, Two Things. Donc moi, si je veux faire chauffer le CPU, je vais plutôt avoir tendance à mettre en SSE. Mais si tu veux, je peux faire un petit test après pour te montrer les températures, 5 minutes. Y a pas de souci. Ça, c'est- Par contre, heureusement que j'ai le deuxième PC à côté parce que le PC ici, Windows, qui me dit 2h23, Ah on oui, a le d'accord. temps, pas de souci. Hop. Mhm. Hop. Je sais C'est pas ça, s'il y a VX2, mais là, il faut savoir que sur le test, j'étais déjà. Enfin, du coup, on est en AVX2 et Small, ça dépend. Sur les tests CPU, Small c'est plus violent. Ici, moi, de ce que j'avais testé hier, le large était mieux. Et je suis déjà en extrême du coup. hop. C'est vrai que ça chauffe rien du tout. Ah, le CPU, non. La RAM, ouais, mais par contre, la RAM, c'est logique vu que de toute façon. Surtout qu'à tous les coups, le logiciel a été prendre le. Ouais, DIM 1. Donc DIM 1, c'est celle qui est côté CPU. Et donc celle qui est côté CPU, elle a pas vraiment d'airflow puisque c'est la DIM 2 qui prend tout l'airflow qui vient de la façade. Mhm. Donc Ah, forcément, la c'est pour ça. DIM 1 va être celle qui chauffe le plus. Normalement, je dois. Gus, j'ai un petit appel du travail. Je vais devoir m'absenter. Vas-y, Ah, vas-y, ah, fais donc. je suis désolé de te laisser un petit peu comme ça en cours de stream. Euh, et j'en ai pas pour très longtemps. J'ai un petit peu d'administratif à faire. Vas-y, à ton aise. Donc si tu es encore là d'ici une demi-heure, je reviendrai. Je reviendrai Voilà, bouge pas. parmi toi. Ah, parmi vous, pardon. Ok, je te dis peut-être à tout à l'heure. Voilà. Ouais, fibre métal, la carte mère, elle vaut son prix, honnêtement. Bah, forcément, ici, bon, c'est pas moi qui ai choisi les composants, donc c'est pas moi qui vais savoir te répondre à ça. Je suppose, oui, que c'est un choix esthétique, puisque elles se font vraiment bien dans la configuration. Si jamais tu me suis sur Instagram ou sur Twitter, tu as pu voir passer les photos de la configuration. Franchement, la carte mère, elle est très très jolie, elle se met vraiment bien que le reste. Mais niveau du prix, oui, c'est justifié, parce que comme je le disais plus tôt, mais je pense que tu n'étais pas encore là, la carte mère, elle est à 250 € en moyenne. Donc on n'est pas très loin du prix d'une carte mère classique, style une B650 Tomahawk ou quelque chose comme ça, qui sont moins bien fournies. Parce qu'ici, la carte mère, elle a des bons dissipateurs, elle a un IO Shield qui est très très bien fourni. Elle a bon, ça c'est pas forcément un argument de vente pour tout le monde. Le BIOS c'est très très bien, franchement. Hormis deux, trois options qui sont un peu cachées, mais il y a toujours la barre de recherche qui est là au cas où. C'est assez facile, c'est assez. Ouais, c'est vraiment assez facile à comprendre, hein.
à comprendre, à utiliser. Bon, du coup, Two Things, si je regarde ce que tu m'as dit, toi tu veux du small, mais le small est plus disponible sur cette nouvelle mise à jour. Il n'y a plus que le extrême. Tu vois, tu sais faire du extrême variable, tu choisis, mais avant, tu avais une option, je me rappelle effectivement, du small ou du normal, je pense, sur le jeu d'instruction. Je pense que c'est de ça que tu parles. Mais c'est plus disponible pour le moment. Après, si tu veux, il y a du lean pack. euh, Celui qu'on veut. Je vais lancer ça, je vais faire que 5 minutes pour pas occuper tout le stream avec ça. Non, le AVX 512, je pense pas qu'il chauffe plus. Moi, de mémoire, c'était le SSE qui chauffait surtout. Bah, de toute façon, ouais, 2 ou 5 minutes, mais ça va se stabiliser tout de suite, tu vois, on est déjà stable à 64 degrés. Consommer plus, oui, mais chauffer plus, je pense pas. Et niveau conso, d'ailleurs, il faut quand même voir que là, on est à 85 watts avec le CPU à fond, hein. C'est. Mais pas forcément de 2. Ça, c'est assez étonnant aussi sur le processeur, c'est que la chauffe est pas toujours liée à la consommation. En fonction du scénario, j'ai déjà eu une chauffe plus grosse sur le. Allez, on va dire à 60 watts qu'à 80. Et non, tout things, on n'est pas limité, c'est ainsi, le processeur est limité, je crois, à 100 ou 120 watts maximum, mais je l'ai jamais vu utiliser ça, hein. Ouais, c'est ça, en PBO, il va pas monter beaucoup plus. Mais même en OC, du coup, comme on en parlait tantôt avec le ECLK, qui malheureusement n'est pas disponible sur toutes les cartes mères, on va pas monter fort. Et j'avais commencé sur mon CPU à moi, parce que celui-ci, une base PPT, EDC, etc. Modifiée, je pense que je suis monté à 87 watts au lieu de 85, quoi. C'était. Le processeur consomme. Et je pense que Paul a passé un 7800 X3D, si je dis pas de bêtises, avec son DOD. Il arrivait même pas à tirer 100 watts non plus, hein. Oui, c'est peu, mais ça fait partie du principe et de ce qui rend fort, entre guillemets, ces processeurs, c'est que la consommation est vraiment ridicule, hein. Et en jeu, c'est encore pire. Ici, on est en test, le CPU est poussé, mais en jeu, s'il n'est pas trop utilisé, on va être à 40 ou 50 watts. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Non, c'est ça de deux. Bah, de toute façon, je pense honnêtement que ça servirait à rien d'avoir un. Mais même si niveau refroidissement, dissipation, tout ça, on n'était pas limité, je suis pas sûr qu'aller lui faire consommer 200 watts servira à grand chose, hein. Quand on voit les performances qu'il a. Et non, c'est pas une limite de carte mère. C'est pas comme Intel où en fonction de la carte mère, tu pourrais avoir des limites. Oui, on pourrait monter en fréquence, mais je veux dire par rapport aux performances qu'on sort déjà, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et regarde AMD, si on en croit les annonces, les prochaines gènes, le Ryzen 7 sera aussi à 65 watts de TDP.
Ouais, le cache à 5,6 GHz avec 12 volts. Je suppose que c'est ce que tu veux dire. Bon, du coup, tout fixe à ta réponse. Avec la VX2, on est à 64 degrés, 65 si on veut chipoter. Donc, ouais. Ouais. Franchement, l'IO Deepcool, il est très très cool. Il refroidit vraiment bien. Et là, il est. Bon, vous l'entendrez pas parce que c'est un micro casque que j'ai, donc je vais pas pouvoir vous l'approcher du PC. Mais il fait pas de bruit. Dans le sens que j'ai pas un avion de chasse à côté de moi quand je suis en test ainsi. Je pourrais utiliser le PC sans casque, que ça serait pas dérangeant, quoi. Bon, donc je vais stop. De toute façon, on arrive à la fin. Donc ici, pour résumer un peu, on a démarré à plus de 25 secondes. On est descendu sous les 22 secondes. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour les deux tests, on avait utilisé. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait un texte expo avant. On était descendu dans les 23 secondes. Donc on a utilisé un preset ASRock pour le processeur. Donc là, on descend simplement une courbe à -20 sur le PBO. Donc ça optimise un tout petit peu le processeur. Le gain est là, mais c'est pas une optimisation manuelle faite à fond. On a surtout fait la RAM. Donc la RAM, on a commencé par se mettre à 7600 MTS en 1,5. Donc on est en desync. Donc on voit que le UCLK vaut la moitié du MCLK. Le FCLK n'est pas non plus lié. On est en Gear Down mode désactivé. Parce que contrairement à M4, on sait le stabiliser sans souci pour un profil daily. On a aussi désactivé le power down. Parce que ça c'est super important. Si on le laisse activer, ça peut amener des soucis. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur un profil en C36 pour pas trop monter la tension RAM. Qu'on a modifié assez rapidement, assez facilement. Le kit RAM réagit plutôt bien. Hein, on a tout adapté, on a respecté les règles dont on s'est souvenu en cours de route, histoire de frustrer personne. Et alors, ben forcément, ça j'ai déjà expliqué, mais il y a des choses qui pourraient déranger quelqu'un sur Intel, c'est les TRFCA 50 par exemple, qui ça serait une aberration sur Intel, quoi. Alors, le but ici, Fibrométal, c'est de rester sur des profils que tout le monde peut reproduire. Donc le but de la Tweak League, c'est vraiment d'avoir quelque chose de faisable par tout le monde. Donc ici, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus avancé, parce que ça demande d'aller chercher dans le BIOS, etc. Ça demande quand même de modifier pas mal de choses, ça demande de tester tout ça. Donc c'est déjà plus ou moins avancé. Pour quelqu'un qui a l'habitude, c'est très facile. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est pas forcément facile. Donc voilà, pour rester dans le cadre et dans les règles un peu de la Tweak League, on va pas pousser plus que ça. Par contre, ce que je peux faire si jamais ça vous intéresse, c'est excusez-moi, petite coupure technique. Donc je disais oui, pour rester dans le principe de la Tweak League et donc d'être réalisable par tout le monde facilement, on va pas pousser beaucoup plus que ça. Mais ce que je préfère, c'est prévoir en dehors du cadre de la Tweak League, potentiellement plus tard, c'est un stream ou juste une vidéo où là on pousse un peu, sachant que... Non, c'est pas... C'est mon casque qui s'éteint tout seul, Two Things. Il s'éteint après autant de temps et j'ai oublié que... En fait, c'est un casque sans fil. Quand il n'est pas branché, il s'éteint après X temps et j'ai totalement oublié ce détail. Et du coup, quand il a décidé de s'éteindre, il a seulement fallu que je le rebranche et que je le rallume. Soit. Donc, qu'est-ce que je disais moi avec tout ça? Oui.
Ici, avec cette carte mère, on va pas pousser énormément plus non plus, parce que ça reste une 4 DIMS. On devrait pouvoir voir du 7800, on pourrait même peut-être voir du 8000, mais ça serait probablement pas du très avancé au niveau des timings, parce que là, on commencerait à être limité. Par contre, il faut savoir que sur ces processeurs avec une bonne carte mère, on va chercher du 8000C34, 8000C32 assez facilement. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, que ça je peux aller montrer tout de suite, c'est encore pousser un peu le FCLK. Donc le FCLK, on s'est poussé à 2167 et puis 2200. Déjà 2200, c'est compliqué à stabiliser en fonction du bin du processeur. Plus de 2200, là on arrive sur le... Pas l'impossible, mais le très très compliqué, qui demande vraiment d'avoir un bon processeur. Donc ça forcément, c'est pas non plus ce qu'on va viser aujourd'hui. Là, le premier objectif, c'était d'avoir un, un overclocking plus avancé, parce que juste activer l'expo, ça fait gagner de la performance, mais c'est pas non plus le top du top au niveau de la performance. Donc là, on a un profil qui est plus performant, on gagne quand même bien 2 secondes sur Y-Cruncher. Le CPU PLL peut aider, ouais, mais c'est pas... Là, tu compares avec du M4 Two Things. Je pense que tu es en train de comparer du M4 avec du M5. Voilà, comme dit Gregor, c'est uniquement pour AM4. Ici, sur AM5, pour que ton FCLK soit plus stable, ou juste passe, tu peux jouer sur le VSOC. Mais ça, je l'ai expliqué déjà. Le VSOC est pas du tout. Il n'a pas les mêmes réactions sur M5 que sur M4 du tout. Donc tu sais jouer sur ton VSOC, tu sais jouer un peu sur le VDDP, mais ça joue pas énormément sur ton VSOC. Et le VDIO, pareil, ça peut aider, mais c'est vraiment très très léger. Donc, enfin, ton FCLK, tu sais adapter. Ouais, VDDP, ça joue un peu, mais ça joue surtout sur ta stabilité de ta RAM, pas tellement de ton FCLK. Donc oui, le FCLK, on sait jouer avec les timings pour stabiliser quelque chose, mais il y a pas vraiment d'outil magique en fait. C'est assez limité par le processeur. Donc si le processeur dit non à 2200, il dit non à 2200. En général, c'est pas possible d'aller chercher. Et tu vas peut-être aller le chercher, mais qui sera pas performant aussi. Parce que ça, c'est possible. Tu peux très bien avoir un profil avec 2200 de FCLK, mais qui est pas bien stable ou juste qui est pas performant. Et du coup, tu seras plus performant à 2167. Donc même dans le cas où ça passe, c'est pas forcément intéressant que ça passe. Bon, pour la petite information, on me souffle dans l'oreillette que Baron ne reviendra pas a priori. Malheureusement dû s'absenter. 2200 FCLK, c'est une bonne pioche. J'ai pas envie de dire une très bonne pioche, mais ça commence déjà à être sympa à stabiliser. Si c'est, donc c'est une bonne pioche si c'est forcément si c'est stable et performant, parce que c'est encore deux choses séparées. Une très bonne pioche, très très bonne pioche, c'est d'avoir plus de 2200 FCLK. Ça, on en a encore vu que un passer sur HardwareBot qui était à 2222, je crois. Mais là, on parle d'un CPU qui a été choisi parmi une dizaine de CPU passés en test, quoi. Donc, tous les CPU vont prendre normalement 2133 de FCLK. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a commencé le profil avec ça. C'est parce que c'est une base classique et facile à stabiliser pour tout le monde. Après coup, on peut essayer de pousser un peu. Donc, voilà, ici, par exemple, on passe à 2167, on gagne encore allez, pratiquement 2 dixièmes sur Y-Cruncher, c'est sympa. Donc voilà, 2167 c'est fait. On va tester 2200. Avec un peu de chance, ça va passer, mais avec un peu de chance,
Surtout, ça va être stable. Parce que si c'est pas stable et que c'est pas performant, ou juste que c'est pas performant, malheureusement, ça vaut pas forcément la peine de l'utiliser. Hop, on va commencer par enregistrer ça. Et du coup, on va pouvoir tester à 2200. Exactement, David, il faut aussi. C'est bien pour ça qu'on est là. Pour le moment, Two Things, on va garder le. Enfin, je vais garder le pré-réglage de la carte mère. Euh, je, je vais, je pense, bosser, mais plutôt à ce moment-là, sur une vidéo pour le PBO. Parce que PBO, le faire en live, vu que ça demande énormément de temps et de chipot à ouvrir Hardware Info pour vérifier Cheek, pour vérifier Chac, retourner dans le BIOS, modifier, etc. Je pense pas que ça serait très intéressant à faire en live. Par contre, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction de qui serait intéressé de faire ça en vidéo, parce qu'à ce moment-là, en vidéo, je sais je sais dégrossir les passages pas intéressants et garder juste les explications utiles. Ouais, c'est pas mal comme résultat, hein, Dark Grigor, mais Y-Cruncher, les AMD s'en sortent pas trop mal. Et toi, du coup, le 7900X, c'est 12 cœurs, 24 threads. Moi, ici, je suis toujours sur un 8 cœurs et 16 threads. Forcément, on va pas performer pareil. Sachant aussi que les CPU non 3D ont une horloge qui booste plus haut, hein. Donc il me semble que même un 7700X est plus performant. Et oui, aussi la VX 512. Mais la VX 512 est disponible sur les X3D, hein. Donc je suppose que tu parles juste pour les performances AMD en général. Voilà, ici on peut voir que le 2200 FCLK est passé. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle sur... Ouais, c'est ça par rapport à Intel. C'est vrai que ça fait une belle différence. Donc le 2200 est passé. On n'a pas un gain de performance qui est énorme. Si je repassais le bench, on aurait probablement une différence plus grande. C'est déjà cool que ça passe Y-Cruncher parce que c'est une première étape. Maintenant, il y a une deuxième étape, ça va être de relancer au CCT et de refaire le test. Ah, sauf s'il veut pas. Souci technique. Hop, c'est pas grave. Si Windows ne veut pas, on va pas lui laisser le choix. Non, Two Things 8000, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Tu trouves que ça monte plus sur FCLK, d'Agrégor? Je t'avoue que j'ai pas spécialement comparé les datas entre les X3D, les non. J'ai de nouveau mon casque qui s'éteint, c'est un plaisir. Hop, du coup, je vais relancer un test puisque on a modifié le CLK, il faut vérifier qu'il est stable. Mais du coup, je disais, je sais pas. Ouais, il aime bien, mais en fait, le souci, Jap, c'est que le casque détecte si j'entends quelque chose. Et, je, et si il détecte qu'il n'y a pas de son dans le casque, donc il sort dans les oreillettes, en fait, il estime que j'utilise pas le casque. Il prend pas en compte le micro. Donc là, vu que Baron est parti et que je n'ai plus de son, le casque estime que je ne l'utilise pas.
Je peux vous mettre un peu de musique si vous voulez. Et Geekbench 3, j'ai pas fait avec ce CPU, ni avec le mien d'ailleurs. Salut Mons, le CPU est refroidi avec un Deepcool LT 720. Bon, je cherche en attendant de la musique à mettre en fond. Hop. Bon, si ça convient pas, vous me le dites. Très fort. Ouais, c'est normal de pas avoir les mêmes températures. Ça va trop fort la musique. Voilà. Un mot, un geste, je fais le reste. Mais du coup, oui, c'est normal de pas avoir les mêmes performances avec un Arctic 240. Parce que déjà, moi j'ai un radiateur de 360 mm. Et surtout, le Deepcool est un peu meilleur que le Arctic au niveau du refroidissement. Donc ne t'étonne pas, tant que tu dépasses pas les 80 degrés en permanence, y a pas de souci. Du coup, je profite du petit moment ici sans discussion, juste pour remercier, comme vous l'avez vu, les sponsors qui sont très joliment affichés, qui cachent d'ailleurs Mozen Timings en partie. Parce que, pour information, donc les PC de la Tweak League nous sont donnés. Donc on doit en échange rendre du contenu, mais on va quand même garder les PC, c'est très sympa de la part des marques. Et accessoirement remercier overclocking.com qui organise tout ça et qui pour aujourd'hui nous a fait le plaisir de raid le stream histoire de le booster un peu. Donc merci Overclocking, merci à DJ. Et non, ouais, 60 ou 70 degrés, il n'y a aucun souci avec ça, hein, c'est totalement normal comme température sur ce processeur. Et les IO Arctic sont très bons, hein. Là, il n'y a pas de souci non plus. J'ai d'ailleurs, moi, dans mon PC personnel, pas celui de la Tweak League, un IO Arctic aussi, hein. T'as fait dans quel ordre? T'as fait d'abord le PBO et puis la RAM ou l'inverse? Et t'as testé comment? Parce que si c'est pas stable, c'est probablement un souci de réglage mal effectué. Ça dépend déjà aussi des puces de RAM que tu as et de ce que tu utilises. Parce que ouais, moins 24 all-core, c'est pas forcément. En fait, le souci, le PBO, c'est que idéalement, il faut le régler par cœur déjà, parce que tous les cœurs ne vont pas réagir pareil. Ensuite, idéalement, il faut aussi tester tous les cœurs indépendamment, ce que CCT permet, si jamais. Et si c'est au niveau de la RAM, tu as plusieurs tensions à chipoter qui peuvent plus ou moins jouer. Et en fonction de ton kit RAM aussi, c'est possible que ça influence. Ouais, le truc automatique du BIOS, c'est le profil expo, je suppose que tu veux dire. Ou alors un profil tout fait. Si c'est un profil tout fait, il y a une chance sur deux qu'il fonctionne pas. Ouais, profil expo, ça devrait passer. Ça dépend ce que t'as comme carte mère et... Ton profil expo, c'est le 6000C30 ou le 6400C32? Ok. Bah du coup, normalement, le profil expo devrait passer. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que soit ta carte mère ne gère pas bien en auto par rapport à ton kit RAM. Donc là, malheureusement, il faut adapter manuellement. Ou alors, c'est un souci par rapport à ton PBO.
Il faut savoir que faire un PBO peut rendre instable ta RAM, faire un overclocking RAM peut rendre instable ton PBO puisque tu chipotes à plusieurs tensions. Et même en chipotant à la RAM, tu dois chipoter au CPU, donc forcément l'un dans l'autre, ça peut poser problème. Donc ça, il faut bien toujours vérifier de tout adapter ensemble et que tout fonctionne bien ensemble. Mais si tu veux des conseils sur tout ça, tu peux passer sur le Discord d'overclocking.com. On est plusieurs à savoir t'aider, hein. Ouais, bah si, ouais, si c'est ça, c'est de l'instabilité. Maintenant, est-ce que l'instabilité, elle était ton processeur, ta RAM, un peu des deux? Toofing, ça va pas fonctionner. Enfin, je sais pas si ça a fonctionné, mais je pense pas parce que on est sur mon Twitch, pas celui d'overclocking.com. Donc forcément, j'ai pas le lien. Surtout qu'il faut savoir que ce compte Twitch, je l'ai créé spécialement pour aujourd'hui, vu que normalement j'étais censé utiliser YouTube, jusqu'à ce qu'il décide que je ne peux pas utiliser YouTube. Donc, bah non, j'ai pas de bot, du coup j'ai pas eu le temps de mettre un bot, sinon il t'aurait déjà ban. Donc non, désolé, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de commande. Si jamais on refait des streams, je peux y penser, effectivement, je peux mettre un bot. J'aurai un peu plus le temps de me préparer. Il y a pas de vertex non plus, malheureusement. Ah bah c'est bien, on a Japwhite qui se propose pour faire le bot de ban et Toofings qui fait le bot pour le lien overclocking.com. Donc voilà. À force. Bon, sinon, le temps que le test se finisse, si vous avez des questions, c'est le moment. On a essayé d'être le plus clair possible dans les explications. Maintenant, c'est pas toujours facile d'adapter. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il faut le dire tout de suite. Non, les commandes ainsi, ça fonctionnera pas non plus, malheureusement, tout things. C'est bien de vouloir essayer, mais ça va pas donner grand chose. Et tu peux pas non plus faire un slash game mode 1 ou creative mode. Ouais, du coup, Mons, tu arrives après qu'on en ait parlé, mais le Buildzoid, qui est une personne très fiable et très compétente, mais sur AM5, il a un peu pris le train en retard, j'ai envie de dire. Donc ses profils, moi je me suis, j'ai aussi regardé ses profils au début. Déjà, lui, il utilise du sync qui est moins performant que le desync, comme nous on est en train de faire ici. Et en supplément, il a des timings assez particuliers. Donc, comment? Si tu veux des conseils sur la RAM, je te conseillerais plutôt de venir sur le Discord qui a été mis en lien gentiment par Toofings. Et on saura en parler ensemble et même avec d'autres. Parce que, de mon avis, de mon expérience personnelle, les réglages de Buildzoid qu'il a partagé en vidéo ne sont pas applicables à toutes les configurations en fonction du kit RAM et du processeur. Donc ça, si tu veux des conseils, il n'y a pas de souci, tu sais venir demander. Et Fibre Métal qui demande si on pouvait changer quelque chose à la configuration, ce serait quoi? Moi personnellement, je pense que ce serait la carte graphique. Pas forcément à cause de ses performances, parce que comme je le disais, j'ai été étonné des performances de la 4060 et même du refroidissement, parce qu'il faut savoir que c'est une petite carte graphique avec un refroidissement qui pourtant suit bien et est relativement silencieux. Mais la carte graphique toute noire dans un PC entièrement blanc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir ça au milieu du PC avec le reste qui est blanc. Mais honnêtement,
J'ai aucune reproche à faire au PC, je suis très content d'avoir été sélectionné forcément et de pouvoir garder le PC parce qu'on a quand même une très très bonne configuration qui est là et qui est entièrement sponsorisée par les marques quoi. Oui, Two Things, ne pas sortir du contexte mes propos, hein, s'il vous plaît. Et effectivement, il faut toujours optimiser par rapport à sa config. Il faut jamais vouloir copier-coller. Et c'est ce que je disais à Baron, puisqu'on parlait ensemble de l'overclocking sur AM5 avant la Tweak League, puisqu'on a tous les deux un CPU déjà. Lui, en fait, avait tendance à fortement copier les profils disponibles sur Internet, que ce soit du Bitzoid ou du Reddit, le Discord de Zen Timings, etc. Et quand j'ai discuté avec lui, en fait, je me suis rendu compte qu'il utilisait des profils avec des tensions beaucoup trop hautes, avec des timings assez bizarres, voilà. Donc j'ai appris deux trois choses par rapport à M5, puisque moi je venais de Intel, notamment le TRFC à 50 qui est possible. Mais par contre, j'ai aussi pu lui dire, bah voilà, ta tension RAM elle est trop haute, ce genre de choses. Donc il faut faire un mélange de obtenir des conseils, faire un peu de recherche avec ce qu'on voit sur internet et le meilleur moyen ça reste de tester soi-même et de voir les résultats qu'on obtient et ce qu'on sait en faire, hein. Ouais, bah après le 5800X 3D c'est plus facile de copier quelque chose parce que le CPU était bloqué au niveau de l'overclocking pardon, du CPU en lui-même. Hormis sur certaines cartes mères où on a eu après un semi-PBO de disponible. Et en DDR4, c'est très très facile de faire un. Hop, et on voit ici le PBO qui commence à pas trop apprécier ce qui se passe. Ah, voilà ce que je disais. Toutes sur le même cœur. Donc ça c'est la preuve de ce que je disais tout à l'heure. En fait, il vaut mieux fonctionner par cœur sur la curve. Parce que comment les cœurs ne réagissent pas tous pareil. Donc là par exemple, le cœur 4 et 8 sont probablement des cœurs moins bons. Oui, effectivement, ça c'est un bon conseil de dire de sauvegarder la configuration dans le BIOS. Cœur 4, c'est une patate. Bah écoute, apparemment. Parce que ne pas prendre moins 20, c'est quand même pas top. Mais bon, ça arrive, c'est question d'adaptation. Si ça se met, il va descendre à moins 18 et il y a un autre cœur qui sera à moins 30 et au final, on va se retrouver. Ça, ce sera plutôt pour la vidéo sur le PBO si j'en fais une que ça, je vais garder ça pour ce moment-là, pas tout mettre maintenant. Ça fait quand même déjà deux bonnes heures qu'on est en stream ici. Pareil que toi. Bah écoute. Bah oui, de toute façon, c'est ce que je disais et tu as raison là-dessus. Faire par cœur, c'est de toute façon la meilleure option puisque c'est ainsi que tu peux être le plus stable et que tu peux être le plus performant puisque tu sais adapter chaque cœur à sa capacité maximale et donc descendre au plus bas. Et pour ceux qui me demandaient, je sais plus qui demandait tantôt une vidéo sur l'overclocking de la carte graphique, en fait c'est juste pour montrer en vitesse pour répondre à la question ici. En fait comme on peut le voir, le power limit n'est pas débloquable, on est déjà à 100% de base. Le voltage n'est pas non plus débloquable, j'ai essayé de le débloquer dans les options parce qu'on peut le forcer mais il n'a pas voulu. Et si on regarde au niveau du BIOS de la carte graphique, en fait on est limité à 115 watts. Donc forcément c'est très peu. Et comme on a discuté tantôt, on pourrait flash un BIOS d'une autre carte graphique dessus. Théoriquement parlant, c'est faisable sur ces cartes graphiques là. Mais c'est trop avancé comme manipulation que pour être dans le cadre de la Tweak League. Ouais, VRAM Samsung c'est cool, mais c'est de la GDDR6, donc c'est normal, plus ou moins. Et accessoirement, comment
GPU Z pour la VRAM, je fais jamais trop confiance parce que regarde, tu vois du Samsung et puis du Micron et puis du Inix et puis de nouveau du Samsung et tu sais pas trop. Le meilleur moyen de savoir ce que t'as comme VRAM, ça reste d'ouvrir ta carte graphique et de jeter un œil par toi-même dessus. Mais a priori ici on est sur du Samsung quand même. À savoir quand j'ai des DDR6X, on aurait été d'office sur du Inix. Oui, on est d'accord, passer 30 minutes par cœur, c'est assez embêtant. Et effectivement, tu t'as pas toujours l'impression de gagner beaucoup. Tu gagnes pas beaucoup par rapport au temps que tu passes, en tout cas, ça c'est certain. Maintenant, voilà, quelqu'un qui veut chercher la moindre performance, c'est une étape à faire qui est pas obligatoire, mais qui est utile et nécessaire dans la recherche de la performance, quoi. Et ici, avec la Tweak League, vu que le but c'est de pousser un maximum, oui, effectivement, il va falloir aller chercher un petit overclocking par cœur, sûrement. Ouais, enfin, two things, 2 heures par cœur plus le test avec tous les cœurs. Si t'as un Ryzen 9 7950X, t'es parti pendant 2 semaines, hein. Oui, moins 20 sur tous les cœurs, c'est. Tu vois une belle différence de performance, mais par contre, comme on a pu le voir ici, c'est pas forcément une valeur sûre. C'est censé être une valeur sûre, mais en fonction de ce que tu fais derrière, ça peut être. Et Mons, oui, la 490 Phantom, je pense qu'elle est pas trop mal, la 4090. Eh bah 12 cœurs, ça t'a pris 2 jours, bah oui, mais logique, puisque tu passes quoi? Tu passes 2 heures par cœur, t'as 12 cœurs à tester, ça te fait déjà 24 heures. Et derrière, tu dois encore faire minimum 2 heures de test avec tous les cœurs, je suppose, pour valider. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps, quoi. Ça, plus le temps de trouver les bonnes valeurs, puisque tu peux avoir des erreurs après 25 minutes de test sur 30 minutes. Si c'est ça, tu dois modifier ta valeur, tu dois recommencer les 30 minutes. Ah ouais, toute la nuit. Le PBE, c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps, hein. Et effectivement, c'est pas transposable, mais de toute façon, c'est même pas question de nouvelle génération. Si tu prends deux 7600X, tu veux les brancher l'un après l'autre, tu vas pas pouvoir garder les mêmes réglages. T'es bon pour tout recommencer, hein. Two Things, franchement, M5, très très chouette plateforme. Ça va être, je pense qu'on va avoir des bons processeurs dessus avec les 9000 qui arrivent. AMD a certifié que AM5 serait en lice au moins jusque 2027. Donc, ah non, c'est clair, il y a même pratiquement personne qui va acheter deux 7600X, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe que tu changes de génération de processeur, de modèle de processeur, de n'importe quoi, à partir du moment où tu changes le processeur, tu peux tout recommencer. On aura plus que 3 générations du coup, Two Things. On va déjà avoir 3 générations ici en principe. Puisque on a déjà les Ryzen 7000, on a les Ryzen 8000 qui peuvent être considérés comme une deuxième gêne ou une gêne 1,5. On a les Ryzen 9000 qui arrivent en juillet. Et pour moi, on verra au moins les 10 000 sur le. Enfin, les 10 000 ou s'ils commencent à nous inventer des noms comme Intel, rajoute. Mais on va voir minimum 3 ou 4 générations sur AM5, c'est certain. Puisqu'on est parti jusque 2027, donc 2027 c'est quand même dans 3 ans, hein. Faut voir si c'est début 2027 ou fin 2027, ça c'est toujours un peu la question, mais. Ouais, un X950X, ça c'est pas mal. Ouais, David, il y a Zen 4 et Zen 5, maintenant les 8000, bon, ça dépend.
C'est un peu comme les Ryzen 4000 sur AM4. Bah après les 9000, soit ils passent dans les 10 000, mais là ça va commencer à être un peu long à écrire sur la boîte des processeurs. Soit ils vont nous inventer à la Intel un core machin. Ils vont peut-être changer le nom du Ryzen aussi. Maintenant, ça, je pense que ça serait plutôt destiné à un passage à M6 potentiellement. Et fibre métal, tu attends le 9950X3D pour changer de config. Peut-être Intel. Bah, Intel, il me semble qu'avec les dernières nouvelles qu'on a vues, ça s'annonçait pas spécialement super intéressant. Comme toujours, il faut attendre les sorties officielles et les benchmarks officiels par les testeurs indépendants, mais il y a bien moyen que AMD soit intéressant, surtout pour du jeu, si c'est pour du jeu. Ça dépend toujours de l'utilisation. Actuellement, pour du jeu, AMD est déjà plus intéressant que Intel et consomme déjà moins. Maintenant, si c'est pour faire de la 3D ou du rendu ou des choses ainsi, Intel reste quand même plus intéressant niveau performance pure. Ouais, ce serait bien d'avoir des coefficients chez AMD. Après, moi, une chose que j'aime bien avec AMD, c'est qu'on reste sur des performances core, qu'on pourrait appeler ça. J'avoue que le principe d'Intel avec les e-core, c'est bien, mais je suis pas non plus tout à fait convaincu. Ouais, fibre métal, il y a bien moyen qu'Intel prépare quelque chose de performant, mais on voit quand même que sur les dernières générations, ils sont plus autant devant que AMD, hein. Ryzen 9000 refresh, est-ce que ça va arriver? C'est possible, avec AMD qui nous sort des CPU encore sur M4 pour le moment. Ils aiment bien de faire durer, hein. Bon, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le PC, retourner dans le BIOS. Je pense que ma carte de capture déconne un peu. Le 9000, c'est des refresh 7000. Ouais, bah c'est plus ou moins ça. On reste sur la même architecture. Tout comme les chipsets chez AMD ne changent pour ainsi dire pas, hein, si vous avez un peu suivi là-dessus. Que ce soit les X870E ou normaux ou les autres sockets derrière. On est sur le même line-up que les B650 et X670, hein, au niveau des lignes PCI, etc. On est sur exactement la même chose, hein. Ouais, fibre métal, ils vont apparemment supprimer l'hypertrading. Je t'avoue, j'ai pas trop suivi Intel, tout ce qu'ils ont préparé parce que ça m'intéressait pas spécialement plus que ça. Et il me semble que j'ai vu passer que les e-core seront pas mal performants, ce qui peut être un gain du coup. Bon, du coup, ici, voilà, petit passage dans le BIOS pour enregistrer. Ça, c'est pour moi avoir un suivi pour éviter d'avoir la mémoire trop courte. Si vous avez des questions au niveau du BIOS, où se situent les choses, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la RAM du processeur, etc. C'est le moment. Non, personne n'a regardé les annonces Intel Computex, je pense, effectivement, parce que au final, c'est. Enfin, personnellement, les annonces ne m'intéressent plus, tout comme les annonces Nvidia, j'avais commencé, mais au final, ça a duré tellement à longueur pour rien dire que j'ai pas continué sur le stream.
Bah, d'ailleurs, je sais pas ce que vous avez pensé des annonces Nvidia, mais personnellement, j'étais un peu déçu que ça soit autant porté sur l'IA et tout ce qui tourne autour. C'était relativement attendu, mais c'est quand même toujours décevant qu'on ait eu aucune info sur les RTX 5000. Sauf si j'ai raté quelque chose. Là, il y a déjà des IA pour aussi à ta place, Two Things. Si t'as une carte mère. Si t'as une carte mère Asus, ils ont un tool IA OC qui fonctionne pas spécialement bien, de ce que j'ai pu voir. Oui, de la vraie IA, pas un truc chelou. Bah écoute, ça, si tu t'arranges, hein, si t'es motivé, tu peux le développer toi-même, hein. Et oui, effectivement, David, ça pousse un peu fort sur l'IA et plus grand chose sur les consommateurs comme nous. Malheureusement, la réalité du marché, elle est là, hein. Les entreprises, elles sont intéressées par les IA et tout le monde se tourne là-dessus. Donc forcément, Nvidia va suivre pour ses parts de marché. C'est logique. Ah, les RTX 5000, c'est officiel que c'est 2025, David. Donc c'est pas encore tout de suite qu'on va avoir des 4080 Super à 400 euros. Ça, c'est dommage, hein. Ah ouais, Toofing, si t'es motivé, tu peux coder. Je sais pas combien de temps ça va te prendre, sûrement beaucoup trop, mais si t'as trop la flemme d'osser, à la place, tu peux coder. Pour avoir un truc qui fonctionnera pas bien et qui va te rendre instable ton PC, sûrement. Asus ont déjà développé pas mal. Donc dans le BIOS, sur certaines cartes mères, il y a leur outil IAOC ou optimisation, je ne sais plus comment ils appellent ça, qui te fait un profil automatique censé être stable et fonctionnel. Et alors, il me semble que pour les cartes graphiques, avec le Asus Tweak 3, il y a aussi un outil automatique d'OC, un peu comme Afterburner, qui permet d'avoir un overclocking automatique. Vous voyez, le VX512, il est bien là, hein. Forcément, on va le laisser activer parce que sans, la performance ne serait plus aussi intéressante. Et alors, si jamais je fais une vidéo overclocking, ça va se passer ici. Donc on est sur le AMD overclocking, donc on a plusieurs options. Le manuel CPU overclocking, il est là à mon avis parce que le BIOS a été prévu pour par rapport aux autres processeurs, mais forcément sur le X3D on n'a pas de... Ouais, c'est ça, Dark le OC scanner. Donc ici en fait on n'a pas d'overclocking manuel sur les X3D. La seule chose qui se rapproche le plus possible c'est le ECLK, mais qui n'est pas disponible sur cette carte mère. C'est disponible sur les cartes mères haut de gamme. Donc on peut gérer ici les DDR, Infinity Fabric, etc. Ça nous intéresse pas puisque ça on sait de gérer dans le C Tweaker. Par contre ce qui peut nous intéresser c'est de gérer le PBO. Donc là on peut se mettre en mode avancé. Et si on se met en mode avancé, là on sait gérer manuellement les limites. Donc les limites on sait les choisir, on sait les désactiver, les mettre réglés par la carte mère. Ce que je recommande pas trop. Ou les mettre en manuel. Et si on les met en manuel, là forcément il faut savoir ce qu'on fait. Mais on peut les modifier. Donc pareil, ben, on sait gérer en manuel le scalar. Et alors surtout on sait toucher aux curves. Et ça alors à ce moment là, pour faire plaisir à Toofings, on choisit par cœur. Et c'est là qu'on va régler indépendamment chaque cœur. Donc on peut choisir forcément de mettre une courbe négative ou positive. Et donc on voit qu'on a tous nos cœurs et on sait assigner un point de courbe à chaque cœur.
Quoi tester le PBO sans faire la queue? Qu'est-ce que tu veux que je teste alors? PBO en mode automatique sans rien d'autre, je suppose. Juste PBO activé ainsi, c'est ça que tu veux que je teste? Limite et le boost. Le souci c'est que si je commence à faire les limites, on est reparti pour un petit moment. Donc ça sera pour un autre moment, je pense. Le boost, ça par contre, ça reste assez similaire par rapport à du M4, c'est qu'on sait mettre du plus de sang, je pense. Oui, les valeurs, je sais comment aller les chercher, tout things, mais il y en a pour au moins une demi-heure à avoir quelque chose de concret, de bien réglé, donc... Ici, ça fait 2h30 qu'on est en live. Je pense que ça va être pas mal pour aujourd'hui.